En agriculture, comme dans beaucoup de domaines, il y a plein de notions. Bon, on les apprend, on les étudie, et puis la plupart du temps, on ne les retient pas. C'est trop compliqué. Mais il y a quelques repères qu'il faut retenir, à mon avis. Et c'est vrai aussi, encore une fois, dans d'autres domaines. Et un des repères à retenir, à mon avis, encore, c'est la manière de retenir de façon schématique dont se constitue un sol. C'est un processus très complexe qui donne lieu à l'écriture de livres savants, mais on peut en retenir les grandes lignes. Alors, on se place dans le cas où on a une roche. La roche n'est pas, fertile, évidemment, mais il s'installe dessus des lichens ou des mousses, par exemple, qui sont des plantes qui peuvent quasiment vivre sans sol. Le lichen, notamment. On voit des lichens sur Moi, j'ai des machines là sous les hangars. Certaines n'ont pas servi depuis un moment. Il y a du lichen qui s'installe dessus, sur la peinture. Donc, ces végétaux sont capables de s'installer et de vivre dans des conditions très difficiles. On a coutume de dire que c'est l'association entre une mousse et une algue. Bon, peut-être. Eh bien, si on prend une roche, un rocher, de granit, de basalte, ou de tout ce qu'on veut, on va dire de basalte, parce que c'est une roche volcanique très fertile, hein, quand elle se transforme en sol. On a une roche de basalte, un rocher de basalte, et puis il y a quelques plantes qui s'installent dessus, comme on le disait tout à l'heure, et il y a aussi le froid, la chaleur, la pluie, la sécheresse. Ça fait que le basalte, il travaille, hein. Il y a de l'eau qui s'infiltre dans les fissures, et puis quand ça gèle, ça écarte les fissures, et puis petit à petit, ça fait des morceaux. Et ces morceaux, au fil, non pas des millénaires, mais des millions d'années, finissent par donner des éléments très fins. Et à un moment donné, ces éléments sont si fins qu'ils acquièrent une propriété qu'on appelle la propriété colloïdale. Alors qu'est-ce que c'est qu'un colloïde ? On peut l'expliquer de façon assez simple. On prend 3 seaux, S-E-A-U-X, hein, pas S-O-T, donc 3 seaux avec de l'eau jusqu'à mi-hauteur, donc à moitié rempli d'eau. Dans le premier, on met des graviers. Jusqu'à preuve du contraire, les graviers tombent dans le fond, ça fait une précipitation. Dans le troisième seau, on va voir le deuxième tout à l'heure, dans le troisième, on met par exemple du sucre. Et on touille, et le sucre disparaît petit à petit, c'est une dissolution. Et puis dans le deuxième, on ne met ni du gravier, ni un produit qui se dissout comme le sucre, on met par exemple du lait. Et on revient 1 heure après, on touille, mais ça reste toujours blanc. Le lait ne tombe pas au fond, et il ne se dissout pas. C'est ce qu'on appelle une solution colloïdale, ou plutôt une suspension colloïdale. Un colloïde, c'est un composé qui est capable de donner dans l'eau une suspension stable pendant plusieurs heures ou même plusieurs jours. Alors pourquoi les globules gras et puis ce qui compose le lait ne tombent pas dans le fond ? Parce que on appelle ça des micelles, M-I-C-E-2-L-E-S, des fragments particuliers qui possèdent des charges électriques de même signe, donc qui se repoussent constamment. Donc ces micelles bougent constamment, elles ne peuvent pas tomber dans le fond parce qu'elles sont toujours en mouvement, et elles ne peuvent pas non plus se dissoudre, parce que leur nature ne le permet pas. Donc on appelle ça une solution colloïdale. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce qu'à un certain moment, d'ailleurs assez précis, les particules de roche deviennent de l'argile lorsqu'elles font moins de 0,002 mm. Dans les analyses de sol, on a l'analyse physique, l'analyse chimique et puis éventuellement l'analyse microbiologique. Et bien dans l'analyse physique, on a la teneur en limon, la teneur en argile, en limon, en sable fin, en sable grossier. Après, donc, on a ces différentes particules qui sont classées par taille. Les particules d'argile sont les plus petites. En dessous de cette taille-là, on a ce qu'on appelle l'argile granulométrique, c'est-à-dire une argile dont les granules ont une taille inférieure à ce que je viens d'évoquer. Et puis après, on a les limons qui sont un peu plus gros, puis les sables fins, etc. On a donc cette roche qui s'est fragmentée, apparition de la fraction colloïdale que j'évoquais tout à l'heure.
Donc ça, c'est pour la partie minérale. Puis pour la partie organique, donc ces mousses, ces lichens et compagnie, eux, c'est pareil. Quand les plantes meurent, elles se décomposent en tout petits morceaux. Et à partir d'un moment, les morceaux acquièrent cette propriété colloïdale. Donc on a colloïde minéral, l'argile, et colloïde organique à partir, par exemple, des mousses et des lichens. Bon, tu vas me dire, on est bien avancé avec ça. Eh bien oui, parce que on a parlé tout à l'heure de ce que c'est qu'une suspension colloïdale, donc des micelles qui se trouvent dans la flotte, qui sont chargées généralement négativement. Eh bien, on peut faire une expérience assez facile à comprendre, c'est qu'on met dans l'eau, dans la suspension colloïdale, on met un produit chargé électriquement, mais de manière positive, qui neutralise toutes les charges négatives. Résultat, tout le monde tombe au fond. On appelle ça un phénomène électrique. Les charges électriques des micelles sont neutralisées, donc toutes les micelles tombent dans le fond. Et dans le cas du sol, on a au moins 2 éléments qui sont chargés positivement, c'est le calcium et le fer. Le calcium, c'est Ca++, donc ces ions calcium sont chargés positivement, de même que les ions ferriques, mais bon, le fer, mettons-le un peu de côté. Donc ça veut dire qu'on a nos micelles de lait, oui, qui sont chargées négativement, on rajoute un élément positif et on dit que le lait tourne. Hein, ça fait un caillot en fait au fond, donc le lait a tourné. Et bien dans le cas du sol, c'est un peu la même chose, enfin c'est même exactement la même chose. On a des micelles qui sont chargées négativement d'éléments minéraux, d'argile on a dit, et puis des micelles organiques qui sont chargées négativement également, donc c'est une sorte de poudre de matière organique. S'il y a du calcium qui est chargé positivement, ça précipite, et ça forme quelque chose dont tu connais sans doute le nom. Tu peux peut-être me le donner? Non. Ça forme le complexe argilo-humique, le complexe organo-minéral. Les éléments argileux et organiques se mélangent intimement. Et c'est ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Alors, quelquefois, on parle du complexe organo-minéral pour une autre raison que je ne vais pas donner parce que ça c'est pas la peine de se charger trop la barque, quoi. Hein. Mais en tous les cas, donc, ce complexe argilo-humique, eh ben, quand il est formé, on peut dire que le sol fertile est né. À partir de ce moment-là, le sol fertile est né. Pourquoi? Eh bien parce que l'argile, en fait, dans ce complexe argilo-humique, il est constitué de plaques superposées, de feuillets, plus ou moins écartés les uns des autres, et dans lesquels se logent tout un tas d'éléments minéraux qui sont des nutriments pour les plantes. Donc, je résume, on a des éléments minéraux qui se fragmentent et à un moment donné, apparition de l'argile. Des éléments organiques qui se fragmentent et à un moment donné, apparition d'éléments très fins. Dans les deux cas, apparition de suspension colloïdale. Le calcium arrive, il neutralise les charges négatives, les micelles se mélangent intimement, ça forme le complexe organo-minéral ou qu'on va dire argilo-humique, et à partir de ce moment-là, le garde-manger de la plante est apparu. C'est là que la plante va aller chercher ces éléments nutritifs. Alors après, bien sûr, c'est pas forcément suffisant, parce qu'il faut encore que ça soit suffisamment épais, ce sol, hein, il faut qu'il soit suffisamment abondant, suffisamment épais, donc ça demande encore du temps. Mais la base est née, la base est là. Et donc à ce moment-là, on peut dire que le sol fertile est né, il est apparu.